Bienvenue dans Voix d'inconnu. Je suis Mariam. J'aime voyager loin, mais ce sont les rencontres qui me touchent le plus. Celles des personnes que l'on croise sans toujours connaître leur histoire. Aujourd'hui, dans Voix d'inconnu, je donne la parole à Marie. Elle a grandi en France et elle est installée aux États-Unis depuis quelques années maintenant. Elle est mariée à un militaire de l'US Navy. C'est une branche de l'armée américaine qui part souvent loin, pour longtemps. Parce que derrière chaque uniforme, il y a une histoire de vie. Et derrière chaque mission, il y a souvent quelqu'un qui attend, qui espère, qui soutient dans l'ombre. Dans ce quotidien imprévisible, Marie fait preuve d'un courage discret, celui qu'on ne remarque pas toujours, mais qui mérite d'être entendu. Bonjour Marie. Bonjour Mariam. Quand tu as rencontré ton mari et que tu t'es engagée dans cette relation, est-ce que tu savais déjà qu'il serait amené à partir souvent en mission ? Alors pas du tout, j'avais aucune appréhension, je savais pas ce que c'était que d'être une femme de militaire. J'ai appris sur le tas, avec l'expérience, avec les années, avec les déploiements. Et en fait on apprend à faire avec quoi, c'est comme ça et voilà. Être mariée à un militaire, ça signifie vivre avec beaucoup d'incertitudes. Comment est-ce que tu gères cela au quotidien ? C'est une bonne question. L'incertitude de savoir où on va se retrouver. J'avoue, en fait, c'est une question que je me suis jamais posée. Okay. L'incertitude. C'est l'incertitude dans quel sens de savoir où la vie va nous emmener ou... Par exemple, ne pas savoir quand est-ce que tu vas partir, quand est-ce que tu vas revenir. Dans l'imaginaire collectif, c'est un peu les militaires partent en guerre. On ne sait pas où on va habiter peut-être parce qu'on peut être emmené dans un autre pays, etc. etc. C'est plus dans ce sens-là ma question. Quand ils partent, en fait, on est toujours au courant plus ou moins au moins un an à l'avance ou un an ou deux puisqu'on sait qu'en général, ils partent... un bateau en fait part tous les 2-3 ans. Donc en fait, on sait quand ils vont partir. On n'a pas de date exacte, mais on sait quand ils vont partir. Et on sait que c'est au moins 6-7 mois minimum. Après, on le sait, donc on s'y attend, on se prépare, on fait avec. Mais après, on n'est pas non plus dans un contexte où il y a des guerres où ils sont amenés à partir comme ça à l'improviste. Donc voilà, il n'y a pas ce côté où ils peuvent partir n'importe où, n'importe quand. Ça se fait pas trop. Il y a aussi le côté imprévu, de savoir dans quel état on va se retrouver, dans quel pays on va s'installer. Et c'est pas quelque chose qui me gêne en fait, l'incertitude. Au final, c'est pas... Je le vis bien en fait. On fait au moment même, quoi. On fait au moment présent et on gère le moment présent et le reste, ce qui viendra, viendra. Et... Comment est-ce que vous communiquez quand il est en déploiement ? Est-ce que tu as des nouvelles régulièrement ? Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant c'est beaucoup plus simple. Je sais pas si c'est sur tous les navires, mais en tout cas sur le sien, ils ont tout juste installé la Wi-Fi avant qu'ils partent. Donc en fait ils ont la Wi-Fi maintenant et du coup je lui parle tous les jours. Voilà, Messenger, merci Messenger, Facebook, tout ça. Voilà, on se parle tous les jours par message. On ne sait pas au téléphone tout le temps, mais au moins on a des nouvelles tous les jours et ça c'est vrai que ça aide. Parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas le Wi-Fi, donc des fois il n'y avait pas Internet, donc ils m'ont envoyé un email pour me dire au bout de 3-4 jours, pas de nouvelles, mais bon, t'inquiète pas, il n'y a juste pas de, il n'y a pas de connexion, mais c'est tout. Donc connexion, on arrive à se parler quand même tous les jours, donc ça c'est bien. Est-ce que tu as l'occasion d'échanger avec d'autres femmes de militaires qui vivent la même situation que toi ? Honnêtement, non, parce que j'ai pas énormément d'amis, ou même de connaissances qui sont dans la même situation que moi. J'ai quelques amis quand même, j'en ai peut-être 2 ou 3, mais c'est pas facile en fait de connecter avec d'autres femmes qui sont pas forcément de la même culture. J'arrive pas, en fait j'ai du mal à connecter avec les autres femmes militaires, je sais pas pourquoi. J'en ressens pas forcément le besoin. Je fais avec les amis que j'ai et ça me va quoi. Je cherche pas forcément à aller dans je sais que ça se fait des groupes de soutien, et chaque navire a une personne qui est en charge de communiquer aux familles. Il y a toujours un moyen de contacter un pasteur, tu sais, qui associe un bateau ou une personne en charge des communications aux familles et j'en ressens pas en fait le besoin. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'attente de son retour ? Je dirais la solitude parfois.
Même si je suis pas seule vraiment parce que j'ai les enfants, j'ai mes copines, mais je dirais la solitude dans certaines situations, ou quand il est absent à certains moments de l'année, genre Noël, tu sais, enfin les fêtes, anniversaire des enfants, où il faut un peu gérer seul, tu vois, où c'est des moments où t'as envie d'être en famille, enfin où t'es en famille mais il manque quelqu'un. Donc là je dirais ouais, c'est ça le plus difficile. Est-ce que les enfants ont conscience de la situation ? Ils sont encore un peu jeunes, alors Edouard il comprend à 6 ans, il sait ce que fait son papa, il comprend, et Oliver il a 3 ans, donc voilà, juste il sait que son papa est sur un bateau, mais c'est tout quoi, il comprend absolument pas ce qui se passe. Okay. Donc non, je pense qu'ils sont encore un peu jeunes pour comprendre ce que c'est, et pour se dire c'est ce que papa il fait, c'est ce qu'il va refaire encore, et c'est ce qui va se passer pendant encore plusieurs années, enfin ils n'ont pas encore cette façon de penser quoi. Et à l'inverse, qu'est-ce qui est le plus beau, le plus fort quand il revient de déploiement ? C'est le moment des retrouvailles, quoi. C'est le jour, les jours qui précèdent, parce que c'est l'anticipation. Tu vois, on prépare, on fait nos petits panneaux welcome, on fait un petit calendrier où on compte les jours. Donc ouais, t'as l'anticipation, et t'as le jour J, ouais, de voir le bateau qui revient et tout. C'est les familles, enfin ouais, c'est la réunion des familles, ouais, c'est fort, c'est un truc qu'il faut vivre, il faut le vivre pour le comprendre. Et comment ça se passe ? Par exemple, vous savez la date à laquelle il va revenir, c'est ça ? Oui, ouais, en fait on a une date qui nous est confirmée à peu près 3 semaines avant. Okay. Avec une heure, le numéro du quai, voilà, comment ça se passe, parking, machin. On se prépare et on arrive le jour J, puis on attend quoi. On nous dit voilà, le bateau il arrive à telle heure, donc voilà. Après il faut attendre c'est un petit peu long, parce qu'en fait quand ils arrivent à quai, et en fait ça met à peu près 3/4 d'heure, 1 heure pour qu'ils sortent. Parce qu'en fait, il faut remonter l'ancre, il faut réattacher le bateau au quai, il faut réinstaller les câbles, les connexions d'eau, d'électricité. Enfin voilà, il y a tout arrêter les machines, tout ça, ça se fait pas genre, c'est pas comme une voiture, genre t'arrêtes le contact et on sort de la voiture. Là, il y a un petit peu de temps, donc c'est vrai que c'est long, parce qu'on est impatient, ça fait 7 mois qu'on attend, et le bateau il est là, mais il faut attendre qu'il sorte. Mais ouais, je dirais c'est le moment, c'est le meilleur moment quoi. Okay. Le jour des retrouvailles, ouais. Et quand c'est comme ça, vous savez combien de temps il va rester ? Un bateau, en fait, quand il rentre d'un déploiement, on sait qu'il ne repartira pas avant au moins 2 ans en déploiement. Après, les marins changent de bateau ou vont sur un autre poste. Donc, en fait, ils peuvent très bien rentrer d'un déploiement sur un bateau. Mais il s'avère que dans les mois qui suivent, ils vont intégrer un autre bateau. Et il se peut que ce bateau-là parte en déploiement juste après. Donc en fait, ils peuvent enchaîner 2 déploiements en quelques mois. Voilà, enfin, ça dépend en fait de la situation. Mais s'ils rentrent d'un déploiement avec un bateau et qu'ils restent sur ce bateau pendant encore 1 an et demi, 2 ans, ils savent qu'ils vont pas repartir pendant encore au moins le prochain déploiement. Tu as vécu plusieurs présidences ici aux États-Unis. Est-ce que tu as le sentiment que les gouvernements successifs ont influencé la nature ou la fréquence des missions de ton mari ? Absolument pas. Non, je pense que ça n'a rien influencé. Après, comme je le disais tout à l'heure, il se passe des choses dans le monde, évidemment, mais pas au point que ça peut influencer les déploiements. Parce qu'en fait, les déploiements qu'il fait lui, en tout cas avec les bateaux dans lesquels il est, à chaque fois, c'est plutôt des déploiements diplomatiques où en fait, ils vont dans une zone, en général, c'est l'Europe ou le Moyen-Orient. Et c'est pas forcément pour aller faire la guerre, ou quoi que ce soit, c'est juste pour montrer leur présence en fait, c'est d'avoir une présence militaire américaine à tels endroits. Et souvent ils s'arrêtent à des ports dans des pays qui ont des alliances avec les Américains, et donc ils rencontrent les chefs d'État en France par exemple, ou en Égypte, ou dans d'autres pays là où ils vont. Et c'est plutôt diplomatique qu'autre chose en fait. Après ils sont sur place, s'il se passe quelque chose, ils sont amenés à entrer en action pour telle ou telle raison, ils sont sur place, mais les déploiements sont pas faits en fonction de ce qui se passe dans le monde en fait, c'est juste qu'ils alternent. Il y a des bateaux qui s'en vont, t'en as qui reviennent, et en fait il faut qu'il y en ait qui repartent pour remplacer ceux qui rentrent, voilà, c'est diplomatique en fait. Donc je pense pas que les présidences changent la fréquence des déploiements. Est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu aimerais partager ou poser ici dans ce podcast pour que les gens comprennent mieux ta réalité ou la réalité vécue par les familles de militaires ? Après voilà, encore une fois, c'est mon vécu, et c'est
par rapport à son job à lui en fait. Après il y a d'autres femmes de militaires, d'autres branches d'armée ou marines qui vivent les choses différemment, ou qui sont mariées avec des militaires qui ont des déploiements complètement différents, qui vont partir peut-être beaucoup plus souvent mais beaucoup moins longtemps, genre 2-3 mois, peut-être 2 fois par an. Ça dépend vraiment de la branche de la personne, du grade ou du job qu'ils font, ou s'ils sont sur un bateau. C'est pas facile à vivre mais c'est faisable, hein. C'est pas insurmontable en fait. Il y a des choses compliquées mais il y a quand même beaucoup de bénéfices. Il y a la fierté aussi, beaucoup de fierté. Toi, tu te sens fière ? Ouais. Ok. Ouais, de lui et de ce qu'il représente et de ce qu'il fait, en fait, des sacrifices qu'il fait, parce que c'est un sacrifice en fait, de partir comme ça, c'est parce que c'est dur pour moi, mais c'est dur pour lui aussi. Hein. En fait, on s'en rend pas compte, mais c'est dur pour lui. Hein. Il est pas chez lui, il rate plein de choses. Il voit pas ses enfants, enfin voilà, c'est. Moi, je les ai tout le temps avec moi, tu vois, je les vois tout le temps. C'est dur dans un sens, mais lui, il rate aussi des choses que voilà, il aimerait vivre. Donc c'est un sacrifice, mais pour la bonne cause, quoi. Tu penses que, par exemple, moi, la question que je me pose, c'est si j'ai une famille, quelque chose qui me donne encore plus envie de ce sacrifice-là, en fait. Pourquoi les gens le font au détriment, par exemple, de la vie familiale ? C'est vraiment patriotique. Je pense que c'est très patriotique. Après, je peux pas parler au nom de tout le monde. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Je pense que la plupart des Américains militaires sont quand même très 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 patriotiques. Ils défendent leur pays et ils sont fiers d'être militaires et t'en as, ils le revendiquent haut et fort, ils le montrent et ils en sont fiers et voilà. Et par exemple, toi qui as grandi dans la culture française, comment tu vois cette fierté par rapport à la nation française d'une manière générale ? C'est-à-dire ? Au même titre que tu disais qu'un Américain va se sentir fier, il va porter haut et fort le fait de vouloir défendre sa patrie et se battre pour son pays. Est-ce que tu ressens ce même patriotisme peut-être en France ? Je pense pas, non. Après, c'est vrai que j'ai pas vraiment côtoyé le côté militaire en France. J'ai aucune connexion aux militaires en France. On les voit pas forcément, les militaires en France, tu vois, on n'en entend pas forcément parler, ils sont pas forcément représentés comme ils sont représentés ici. En fait, ici, vraiment, le côté militaire, on en parle tout le temps, ils sont partout. Par exemple, tu as un match de basketball pro ou baseball, les militaires sont représentés, ils sont honorés, on parle des vétérans tout le temps, de ceux qui sont tombés pour leur pays. On en parle aussi en France, mais en France, je pense que c'est plus par rapport aux vétérans. En fait, on respecte les vétérans, on les honore. Ici, c'est pas que les vétérans, c'est ceux qui sont aussi actuellement qui défendent leur pays. Je ressens plus la fierté chez les Américains de leurs militaires qu'en France. C'est vrai qu'à part le 14 juillet, les militaires, on les voit pas. Après, encore une fois, ça fait longtemps que je ne suis plus en France. Je sais pas comment ils sont respectés. Je sais qu'ici, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les militaires. Les Américains ont, par exemple, tu l'as vécu, ils sont salués. Oui. Un militaire qui porte son uniforme, les gens vont le remercier pour son service, ils vont le respecter. En France, je sais pas si ça se fait, ce genre de choses. Non, ça n'arrive pas. Donc tu vois, ouais, je pense qu'il y a quand même une grosse différence par rapport à la France et aux États-Unis. La vision du militaire, quoi, ouais. Merci Marie d'avoir ouvert ton cœur et d'avoir accepté de partager une partie de ton histoire. Je sais que ce n'est pas toujours facile de mettre des mots sur ce que l'on vit. Et ton témoignage nous rappelle que l'amour ne se mesure pas seulement aux présences, mais aussi à la force de rester lié malgré la distance. Merci, c'est très bien dit. Merci d'avoir écouté cette voix jusqu'au bout. Si l'histoire de Marie vous a touché, si certains mots ont résonné, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à vous abonner à Voix d'inconnu. Vos retours donnent vie à ce podcast et permettent à ces histoires de continuer à circuler. Et si vous aussi, vous portez une histoire que l'on entend peu, si vous avez envie de mettre des mots sur un vécu discret, intime, parfois silencieux, vous pouvez m'écrire à voixdinconnu@gmail.com. Peut-être que votre voix sera la prochaine. Dans le prochain épisode, je donnerai la parole à Mam. Elle viendra témoigner de la maternité éprouvée. Un récit poignant, touchant, bouleversant, là où, trop souvent, le silence prend toute la place. Je m'appelle Mariam, et tant qu'il y aura des voix à écouter, Voix d'inconnu continuera d'exister.